Bonjour. Donc on avait fini la dernière fois sur cette idée qu'il fallait repartir du langage, c'est-à-dire repartir sur cette idée par rapport au fait que nos relations entre gens, entre personnes, est liée au langage. Est liée au langage et donc comprendre la force du langage dans nos relations. Et effectivement, l'histoire de l'homme se confond avec l'histoire du langage et donc de la pensée elle-même. Pourquoi? Parce qu'on peut bien comprendre que pensée et langage sont indissociablement liés. Indissociablement liés parce que il semble, contrairement à ce que l'on peut croire couramment, communément, qu'il n'y ait pas de pensée hors du langage. Autrement dit, que la pensée et le langage soient, je le répète, indissociablement liés, que le langage soit la structure même de la pensée. Ce qu'on entend par pensée, c'est pouvoir émettre, comme je suis en train de le faire ici, et pour toute autre activité humaine, d'émettre une argumentation construite lorsque j'argumente, ou d'émettre des idées sensées, ou non, parfois d'ailleurs, pourquoi pas, mais dans tous les cas, de proposer quelque chose de l'ordre de construit. Pas simplement donc échanger d'un point de vue communicationnel, d'accord, puisque la communication n'est pas le propre de l'homme, mais d'échanger des choses construites, d'être capable d'entendre des nouveaux discours que nous n'avions jamais entendus auparavant et que nous sommes à même de comprendre, d'être capable de les comprendre, ces discours-là, et aussi ou aussi d'être capable d'émettre de nouvelles possibilités, de nouvelles théories, comme l'humanité a fait, puisque tout au long de son histoire, on peut bien comprendre que l'humanité a toujours émis, toujours c'est peut-être un bien grand mot, mais a émis de nouvelles possibilités, de nouvelles hypothèses sur le monde, sur l'humanité elle-même, sur notre environnement comme sur ce qui est de l'ordre psychique. Bref, le langage est, semble-t-il, bien plus qu'un simple outil. Parce que la différence entre un outil et ce qu'est le langage, c'est que l'outil, il est remplaçable. Je peux remplacer un stylo par un autre stylo, si le mien est dysfonctionnel et ne marche plus. Je peux remplacer mon téléphone portable, je peux remplacer mon ordinateur, ma voiture, ma roue de voiture, etc., mon canapé, bref, tout ce que vous voulez, télévision et compagnie. Autrement dit, effectivement, il semble que le langage ne soit pas de l'ordre de l'ordre de cet outil-là. Je ne peux pas remplacer le langage, quelle que soit la forme que prenne ce langage, hein, que ce soit un langage parlé, que ce soit le langage des signes, que ce soit telle ou telle langue, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le français, l'italien, etc., etc. Je suis obligé, pour pouvoir me faire entendre, d'utiliser le langage, d'accord? Et puis, évidemment, pensons aux formes de langage plus symboliques que sont, par exemple, les mathématiques et même la représentation symbolique des notes sur une portée. Alors, je ne vais pas faire ici l'histoire de cela, parce qu'évidemment, tout a une histoire, le langage aussi a une histoire. Il n'est pas ici nécessaire de reprendre cette histoire-là, simplement comprenez que le langage est quelque chose qui évolue avec l'homme lui-même, qui évolue dans le milieu qu'est l'homme, dans les contacts sociaux, dans les contacts d'interdépendance inévitables à l'activité, à toute activité humaine. Donc, cette idée, c'est que le langage est bien plus qu'un simple outil. Rappelons-nous que Hegel expliquait que une pensée qui n'a pas encore de formulation, de formule langagière, n'est pas encore une pensée. Comme il l'expliquait, c'est une pensée en fermentation, une pensée obscure qui ne deviendra claire que par le mot, nous disait-il. Donc, Hegel, ça montre bien que le langage est bien plus qu'un simple outil. Et j'en fais l'expérience moi-même. Je me rends compte moi-même que le langage est bien une structure, la structure même de la pensée, lorsque je cherche mes mots, à l'instar de ce qui vient d'arriver il y a quelques instants, c'est-à-dire que je cherche mes mots par d'autres mots.
On pourrait se dire que oui, mais ça montre bien, en fin de compte, quand on cherche le mot, qu'il y a une pensée antérieure au langage. Comme si la pensée se structurait avant en nous et qu'après, par le mot, j'arrive à pouvoir, par le mot que j'utilise, le langage, qui serait un simple outil, j'arrive à pouvoir préciser celle-ci. Si tel était le cas, si le langage était ainsi, alors ça signifierait tout simplement que je pourrais utiliser un autre moyen. Mais quel autre moyen? Alors, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme. Donc ça montre bien que le langage est la structure essentielle au sens littéral du mot, est la structure essentielle de la pensée elle-même. Le langage est bel et bien la structure essentielle, je le répète. C'est l'essence même de la pensée, le langage. Donc pensée et langage sont indissociablement liés. Et donc cette idée de chercher mes mots, qui pourrait me faire croire que ma pensée serait antérieure et que les mots arriveraient après, dessus, comme si je posais les mots sur ma pensée, eh bien en fait, ça nous montre que ce n'est pas tout à fait le cas et que même, pour être plus direct, ce n'est pas le cas, puisque je cherche mes mots par d'autres mots. Vous en faites l'expérience vous-même, il arrive à tout le monde de chercher ses mots, et on voit bien qu'on construit des périphrases, qu'on construit autour de ce que l'on veut signifier, un mot précis ou une idée précise, donc une phrase précise. On voit bien que l'on cherche tout ceci par tout un tas d'autres mots, pour le dire très simplement. Si je cherche tout ceci par tout un tas d'autres mots, ça montre bien que la seule possibilité pour moi de pouvoir communiquer ma pensée, ne serait-ce que la communiquer, après se faire comprendre, ça peut bien être autre chose, mais la seule possibilité pour moi de pouvoir communiquer ma pensée, c'est de le faire par les mots. De le faire par les mots. Donc le langage, comme on le découvre chaque jour davantage, en fin de compte, est bien plus qu'un simple outil. Et plus je grandis, plus je deviens mature, plus je me rends compte de cela, plus je me rends compte qu'effectivement, les mots sont bien plus que le langage est bien plus qu'un simple outil. Parce que euh, par les mots, par le langage, j'investis mes désirs, mes croyances, euh, mes pensées, mes actions, etc. Et ce pouvoir formidable du langage, de pouvoir investir l'entièreté de notre vécu, l'entièreté de notre monde, l'entièreté de ce que nous percevons par nos sens, de ce que nous ressentons dans nos sentiments, etc., eh bien, il semble que le langage ait permis d'investir tous les idéaux de l'humain, tous les idéaux du vivant humain. Et donc, on investit le monde par notre illocution, pour employer le terme précis, et en investissant par notre illocution le monde, on aurait on serait parvenu à atteindre notre idéal de progrès, c'est-à-dire de vivre dans le meilleur des mondes, ce qui est fortement à discuter, mais on a cette idée-là. Rappelez-vous ce que nous disait Descartes, l'homme est devenu maître et possesseur de la nature. Rappelez-vous que Descartes compare l'animal à une machine. Alors je pourrais être un peu plus précis, c'est-à-dire que c'est dans le sens où il n'y a pas de prévisibilité chez l'animal, d'accord? Ou c'est dans le sens où l'animal n'a pas de projet à venir, à proprement parler. D'accord? C'est dans ce sens-là que l'expliquait Descartes. Donc je reviens sur ce que je disais, de vivre dans le meilleur des mondes possibles. Et puis aussi, il y a eu ce progrès formidable qu'aurait permis de faire le langage, c'est-à-dire un idéal d'émancipation de vivre d'émancipation vis-à-vis de la nature elle-même, ce qui revient à ce que nous disait Descartes, c'est-à-dire qu'on est devenu maître et possesseur de la nature, et il est vrai que l'humain, même encore aujourd'hui, 400 ans après Descartes, on a cette impression d'être maître et possesseur de la nature, et on a encore cette idée d'infériorité de l'animal, même si ce serait analysé plus précisément vis-à-vis de Descartes, peut-être une prochaine fois, mais ce n'est pas le lieu ici. Dans tous les cas, autrement dit, c'est ne plus être soumis aux lois de la nature, mais de parvenir à les dominer, dans le sens fort du terme. Nous sommes parvenus à maîtriser les lois de la nature, et même des lois absolument extraordinaires, comme le sont celles des forces physiques nucléaires, en termes de fusion
ou en termes de fission? Alors plutôt dans l'autre sens, chronologiquement, la fission d'abord et la fusion après. Mais qu'est-ce que l'on constate en fait? Et la crise du coronavirus actuelle nous le fait comprendre. Qu'est-ce que l'on constate avec des abusements? C'est que loin de parvenir à ces idéaux, loin d'être parvenu à ces idéaux extraordinaires, c'est-à-dire d'être, de n'être plus soumis à la nature et de vivre dans le meilleur des mondes, on constate presque, je vais être peut-être un peu tragique, en tout cas réaliste je pense, on s'en éloigne de plus en plus. On s'en éloigne de plus en plus de ces idéaux, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer. On s'en éloigne davantage, c'est-à-dire que on se rend compte qu'en fin de compte, ce n'est pas si extraordinaire que ça, et c'est peut-être même pire que ce que l'on pensait. L'échec du monde moderne, autrement dit, dans son vouloir de monde meilleur, et donc d'émancipation, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ne peut qu'être constaté. On ne peut que le constater. Effectivement, on ne peut que le constater. On voit bien que ça ne marche pas si bien, que ce soit d'un point de vue économique. Bon, alors avec la crise économique qui nous pend au nez, là, qui va arriver dans les semaines à venir, on s'en rend tout à fait compte, mais même en dehors de cela, on voyait bien les difficultés économiques pas seulement dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays dits riches, comme la plupart des pays occidentaux, dont la France, hein, on serait la 5e ou 6e puissance économique, quelque chose comme ça, ce qui est pas si mal d'un point de vue strictement économique, vu la petitesse de notre pays par rapport à d'autres pays gigantesques, que vous connaissez bien sûr, mais on voit bien aussi les difficultés liées à l'environnement, évidemment, on ne peut pas y échapper. Et puis, on voit bien que dans tous les cas, le meilleur des mondes, c'est peut-être un but téléologique un petit peu inatteignable, à l'image de l'horizon que nous voudrions pouvoir toucher, et que l'on ne peut pas toucher. Et on se dit que puisque l'homme est celui qui réfléchit le monde, puisque l'homme est celui qui pense le monde, on pourrait se dire qu'il pourrait trouver les moyens, hein, qu'il pourrait avoir les solutions depuis le temps qu'il se pose des questions. D'accord? Et depuis que l'homme se pose des questions, on se dit qu'il a amélioré sa manière de vivre, amélioré sa condition de vie, ses conditions de vie, je peux même le mettre au pluriel évidemment, puisque tout un tas de choses, pour employer un terme imprécis mais qui a son sens ici, puisque tout un tas de choses ont bien changé depuis notre manière de vivre préhistoriquement, même si nos connaissances préhistoriques ne sont pas extraordinaires, elles sont quand même assez pointues pour réaliser les grandes différences entre l'homme l'homme de la période magdalénienne d'il y a à peu près 40 000 ans à aujourd'hui, d'accord? Entre les grottes de Lascaux, qui sont à peu près de 17 000 ans, à aujourd'hui, on peut bien voir la différence. Et puis, on se dit que voilà, notre investissement du monde par le langage, puisque le langage permet de questionner le monde, d'accord? Puisque le langage est interrogatif. Lacan, le psychanalyste Lacan, Jacques Lacan, XXe siècle, nous disait que tout propos appelle réponse. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si tout propos appelle réponse, c'est que alors, hein, il disait ça dans un bouquin qui s'appelle Écrit. Bon, bref, peu importe. Si tout propos appelle réponse, alors on comprend que euh, on devrait avoir solutionné beaucoup de choses. Et on voit bien que, en fait, plus on avance, plus la complexité du monde, dans notre manière de vivre, dans notre rapport au monde physique, et dans notre rapport aux autres, physique et psychique et social et politique, etc., on voit bien toutes les difficultés qui se multiplient, de fait. Alors, on pourrait se dire que le langage qui questionne le monde permettrait de pouvoir solutionner tout ceci. Pourquoi? Parce que le langage permet de symboliser. Autrement dit, amener une certaine forme de rigueur, si je puis dire. Il permet donc une distanciation. Hein. Distanciation, c'est le phénomène qui amène l'homme à ne plus être dans l'événement, à l'image de l'animal, pourrait-on dire, d'une certaine manière, à ne plus vivre le réel instinctivement, d'accord? Mais qui permet de s'éloigner de l'événement et de prendre, si je puis dire, du recul, de la hauteur, si vous préférez.
Et puis, le langage, puisqu'il questionne le monde, puisqu'on s'interroge sur le monde, puisque l'humanité n'a eu de cesse que s'interroger sur le monde, sur son devenir et sur le monde en général, l'infiniment proche, l'infiniment lointain, nos rapports sociaux, nos rapports psychiques, comment faire une maison, etc. Je ne vais pas tout énumérer. On se dit qu'on problématise ça. Problématiser, c'est mettre en évidence la complexité et la difficulté du réel ou de tout problème. Donc en problématisant, ça nous permet de réaliser ceci. Réaliser ceci, on se dit alors que, puisque si je parviens à bien questionner, on nous dit, il y a cette forme d'adage, je ne saurais plus le retrouver exactement, mais un problème bien compris permet de trouver la solution d'une certaine manière. Donc on se dit qu'on pourrait avoir une résolution de ceci. Résolution qui permettrait d'apporter une réponse au problème, que ce soit au singulier ou au pluriel, par rapport à nous, par rapport au réel, que ce soit à l'extérieur de moi, d'accord, exotérique, ou que ce soit à l'intérieur de moi, ésotérique. Alors, on pourrait se dire, avec Meyer, philosophe français, etc., on pourrait se dire avec Meyer que le rapport du problématique au résolutoire, pour le citer, ce qui intègre celui-là, instituant une proximité de la réponse par rapport à la question. Autrement dit, la résolution permet ou permettrait de pouvoir se saisir du monde et de l'appréhender d'une meilleure façon. Or, on comprend que si tout propos appelle réponse, pour reprendre encore une fois ce que nous disait Lacan, alors si je suis plus précis, si je le cite précisément, toute parole appelle réponse, voilà comment est-ce que le stipulait précisément Lacan dans son livre écrit, il s'appelle comme ça. Si toute parole appelle réponse, alors on comprend que la difficulté, c'est de savoir si une réponse peut réellement nous satisfaire. Et vous le savez bien, le fait que nous amenions des réponses, d'accord, que ce soit dans notre vie courante ou que ce soit dans quelque chose de beaucoup plus précis, une science, la philosophie, la psychologie, l'astronomie, la médecine, et on le voit bien encore une fois avec la maladie actuelle du Covid-19, on comprend bien que le fait qu'il y ait des réponses n'est pas forcément satisfaisant ou ne permet peut-être même pas d'avoir une réelle solution. Pourquoi? Parce que le contexte des civilisations occidentales, si je prends ce contexte-là, le problème, c'est qu'aucune réponse, le terme n'existe pas, qu'aucune réponse ne peut satisfaire, ne pourra nous satisfaire, car nous sommes dans une expérimentation du monde continuelle. L'homme ne fait que tenter de comprendre le monde, mais en tentant de comprendre le monde par le prisme du langage, il est donc continuellement dans une expérimentation de ce monde. Il vit en tentant de comprendre ce monde. Et pour le comprendre, eh bien, on expérimente le monde. Et donc le langage devient le lieu de notre expérience, puisque c'est par le langage que nous pouvons savoir ce que les gens pensent, à travers les livres, à travers les films, à travers la musique, etc., etc. Bref. Et donc, ce monde, par le biais du langage qui nous permet de nous éloigner, de nous séparer, d'avoir une distanciation, pour reprendre le terme de tout à l'heure du monde, on se dit que voilà, je nomme un arbre, ça me permet de me saisir de l'arbre en dehors de la réalité physique de l'arbre. Je peux me représenter un arbre sans que l'arbre soit là, présent en face de moi, à l'image de ce que nous disait le poète Mallarmé, à savoir, il nous disait ceci, je résume un petit peu, je dis une fleur et les gens pensent à une fleur, quelle que soit cette fleur, et les gens pensent à une fleur indépendamment du contexte naturel de la fleur. On ne pense pas au champ de fleurs, etc. Et on peut imaginer n'importe quelle fleur, hein, une rose, une tulipe, ce que vous voulez, enfin bref. Donc, on voit bien que la pratique consommatoire du monde est aussi une pratique du langage lui-même. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique expérimentale et consommatoire du langage, à l'image
de la manière économique dont nous avons amené le monde. Le monde est dans une expérience, dans une expérience consommatoire. Nous consommons. Et donc le langage est aussi ce qui nous fait consommer. Alors on pourrait se dire à ce moment-là que il faudrait sortir de ces effets d'adhésion pour pouvoir arriver dans un espace non plus d'incertitude, mais de savoir, de réel savoir. Le savoir, ce n'est pas un savoir qui est immobile, qui est fixe, qui est stable, à l'image de ce que nous expliquait Aristote, par exemple, c'est pas du tout cela, mais c'est un savoir qui est en mouvement. Un savoir qui est en mouvement. Pourquoi? Parce que si le savoir n'est pas en mouvement dans son champ de connaissance intrinsèquement à lui, c'est un savoir mort d'une certaine manière. Donc, la solution, on pourrait se dire que le langage permettrait de connaître ceci et que le langage permettrait de pouvoir s'affranchir du monde et de pouvoir vivre dans le meilleur des mondes et d'être dans l'émancipation vis-à-vis de la nature, comme je le disais. Mais si l'histoire de l'homme se confond avec celle du langage, et donc avec l'histoire de la pensée elle-même, alors il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne par une idée, en fait, inverse de ce que Freud nous expliquait dans, si j'ai bonne mémoire, son dernier livre, qui s'appelle L'homme Moïse et la religion monothéiste. Il nous expliquait, Freud, dans ce livre-là, que l'histoire de l'homme se confond avec celle de la pensée, et donc avec celle du langage, par un effet de sous-estimation de soi. Cette idée de surestimation de soi, surestimation de soi. Et là, peut-être qu'il s'est un petit peu trompé, parce que si Freud affirme que l'homme a une surestimation de soi, un complexe de supériorité, d'une certaine manière, il a peut-être fait là une erreur, puisque toute la, toute la psyché humaine, chez Freud, fonctionne d'un point de vue négatif. L'étude de l'inconscient procède toujours d'une forme de vision négative. Et donc, si je fais le lien avec le langage, puisque je suis en train de m'intéresser à cela, après, peut-être que plus tard on pourra préciser par rapport à Freud précisément, mais déjà, arrêtons-nous par rapport à la structure du langage. J'aurais pu expliquer l'implantation du langage, l'implantation psychanalytico-pragmatique du langage. Peut-être que je le ferai aussi une prochaine fois, mais là, intéressons-nous par rapport à cette idée de surestimation, et je pense que s'il s'agit plutôt d'une sous-estimation de soi plutôt qu'une surestimation de loi, contrairement à ce que nous disait Freud, je le répète, dans L'homme Moïse et la religion monothéiste. Parce que, donc, l'inconscient procède toujours d'une forme de vision négative, d'accord? Par rapport au langage, donc. Par rapport au langage, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage, je l'ai dit il y a quelques instants, il permet de symboliser. Il permet de s'émanciper vis-à-vis de la nature et il permet de faire, de procéder, de produire une certaine distanciation vis-à-vis du réel et donc aussi vis-à-vis des autres. Cette distanciation vis-à-vis du réel, c'est la symbolisation. Comme disait Cassirer, à travers simplement le titre de l'une de ses œuvres qui s'appelle Les formes symboliques du langage, si j'ai bonne mémoire, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je produis des formes symboliques du monde à travers le langage, ça veut dire que je ne peux pas être dans le monde. Tel l'animal qui vit instinctivement, moi je vis par, d'une certaine manière, nous vivons par, j'ai employé un vieux mot, par le truchement du langage, par le prisme du langage. Et donc ce prisme du langage me permet, certes, de m'éloigner de la chose arbre, puisque ça me permet de pouvoir nommer la chose indépendamment de sa présence, et ça permet à quiconque de savoir, lorsque l'on parle d'un arbre, que l'on parle d'un arbre, mais en même temps, du coup, je ne suis plus dans l'événement. Je suis à l'extérieur de cet événement. Et pourquoi? Parce que l'homme est celui qui est incapable
de vivre le réel tel quel. L'homme est celui qui est incapable de vivre dans le réel, mais qui a besoin de passer par ce fameux prisme du langage. Il ne peut pas vivre le réel tel quel, puisque le réel tel quel est quelque chose qui est un inconnu pour l'homme. Le réel est un inconnu pour l'homme, est l'inconnu pour l'humain. C'est-à-dire qu'il est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas, vous le savez, fait au moins peur. Donc, par le langage, nous nous donnons une certaine forme de maîtrise, une impression en tout cas, de maîtrise de ce réel par la forme symbolique qu'est le langage, et de ce fait, on se rassure nous-mêmes à travers le fait que nous puissions nommer les choses. Et on voit bien que l'homme est celui qui a toujours cherché à comprendre, et non pas à être, à prendre le réel tel qu'il est, mais bel et bien à comprendre le réel, et donc à se donner une version du réel qui, pour lui, est appréhendable. En se donnant cette version du réel qui est appréhendable par le langage, donc par notre pensée, on se figure que ce réel devient quelque chose de plus connu, et donc on se rassure, parce que l'inconnu qu'était le réel devient connu, et donc cette peur que l'on avait du réel devient moins effrayante. À l'image je sais pas, des dieux qui étaient au départ à l'origine de tout, des forces de la nature qui étaient à l'origine de tout, comme si cette force, elle avait une volonté, d'accord? Et donc, on se rassure en se disant, ben voilà, en fait, en comprenant ce qu'est, par exemple, le tonnerre, ce n'est pas un dieu, mais c'est lié à des masses d'air avec des ions négatifs, des ions positifs, etc. Boum, électricité statique. Je rentre pas dans les détails ici, c'est pas nécessaire. Eh bien, on se dit à ce moment-là que cet inconnu devient quelque chose de connu, et donc ça effraie moins. Mais en contrepartie, on est alors dépendant de la manière dont on accepte ce qui nous a été expliqué. C'est-à-dire qu'on est dépendant en termes d'accord ou de désaccord dans notre expérience commune de langage. Cette expérience commune de langage fait que peut-être elle n'a de sens que dans ce rapport d'accord ou de désaccord. Si nous en sommes alors à là, on voit bien la difficulté pour pouvoir, euh, vivre tout simplement dans ce monde, pour pouvoir être, je ne vais pas dire vivre, mais pour pouvoir être dans ce monde. C'est la difficulté que l'on peut constater aujourd'hui avec la crise du Covid-19. Si vous suivez les informations, je crois que c'est le cas, et c'est évidemment le cas, eh bien on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur la manière dont on aurait dû traiter cette crise du Covid-19. Et beaucoup d'échanges, beaucoup d'actes consommatoires du langage pour savoir non, on aurait dû faire A, non, on aurait dû faire B, ou C, ou C', ou B', ou A', ou 1, 2, 3, ou 1,23, ou 1.23, ou 1.24, etc. Bref, plein de possibilités. Et on voit même qu'au sein même de la communauté scientifique, eh bien, on comprend que cette communauté scientifique n'est pas toujours en accord. Elle dévie, elle prend des routes et des chemins de traverse qui vont, je vais dire, et je vais exagérer, un petit peu dans tous les sens. Un petit peu dans tous les sens, parce que on se rend bien compte que c'est très très complexe et on n'est pas certain que ce soit la bonne solution. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que effectivement, le langage est quelque chose qui est certes absolument nécessaire pour l'homme. On ne peut pas ne pas utiliser de langage, quelle que soit la langue que nous utilisions et toutes les formes possibles de langue que nous utilisions, des mathématiques au langage articulé que j'utilise ici, à la musique, etc. Et langage des signes et tout ça, et on se dit que avec ça, on va pouvoir s'en sortir. Et on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas, en tout cas, surtout à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément si évident que cela. Autrement dit, comme
le langage est aussi un acte consommatoire. On consomme nos expériences de langage comme nous consommons tout le reste. Si on est réduit à cela, le risque est qu'il n'y ait pas, je vais être un petit peu tragique, qu'il n'y ait peut-être pas de solution. Peut-être que nous sommes là face à l'irrésolvable, pour le dire en un terme. J'espère que ceci vous permet de comprendre un petit peu que le langage est loin d'être un outil, mais que cette forme symbolique nous permet d'être dans le monde à travers toutes les possibilités de langue que nous avons créées, et à travers donc toutes ces formes de langage qui existent, certes nous permettent de nous saisir du monde, mais semble en tout cas risquer de nous éloigner du monde. Mais est-ce que l'homme est celui qui vit dans le monde? Il semble que non. Il semble que l'homme, l'humain, soit celui qui a la nécessité d'être en distanciation du monde, en émancipation du monde. Je vous remercie, bonne journée et à une prochaine fois.